L'association, c'est la lumière dissolvant le noir de l'État. Voilà ce que dit George Bush. Ah, alors on est étonné, c'est incroyable ce George Bush, enfin, etc. Vous voyez, ce type militariste, etc., qui se déguise en Bouddhas quand il va en Irak, etc., qui trouve juste qu'il ne faut pas en parachute pour faire semblant d'être parachuté. Vous voyez le truc. Dans ce troisième chapitre, nous allons aborder quelques formes particulières de domination économique, de manière à illustrer ce que nous avons vu dans le premier chapitre. La première forme de domination économique a été choisie, disons, de manière un petit peu à renverser, encore une fois, ce qu'il est habituel de voir. Et donc, dans ce 7e épisode, la première forme de domination économique que nous allons envisager concerne l'autogestion ou l'économie sociale, qui est une forme un peu différente de l'autogestion, et ce que l'on appelle d'une manière très générale l'économie alternative. L'économie alternative, du reste, plutôt, et c'est important à le voir tout de suite, que l'alternative à l'économie. Donc, dans ce 7e épisode, nous allons envisager la domination économique d'une manière à l'envers de ce qu'il est l'habitude de faire. Donc reportons-nous à ce champ, cet ensemble de choses qui est nommé économie sociale et solidaire. Dans le champ de la pensée de l'économie sociale et solidaire apparaît tout de suite une question, un problème, même s'il est souvent implicite, mais qui est derrière tous les débats de l'économie sociale et solidaire en tout cas, disons depuis Proudhon, depuis 1850 à peu près, qui est celle de l'organisation sociale ou de l'ordre social, de l'organisation sociale qui serait constituée sur une base associative. Cette question de l'ordre global, potentiel, imaginable, utopique, dérivant d'un engagement solidariste, associationniste, coopérativiste, enfin toutes les formes qui peuvent exister autour de cela, apparaîtra tout d'abord sous la forme d'une question simple que je voudrais bien entendu poser et que je vais complexifier, qui est « mais à quoi ça mène ? À quoi ça mène ce truc-là » C'est-à-dire, comment peut-on faire une société, comment peut-on faire une organisation globale avec un tel choix associativiste, etc. Bien sûr, cette question va se poser pour toute forme d'autogestion, toute forme d'autonomie, et la question que je voudrais poser dans cet épisode est la question générale, comment penser une société autonomiste. Alors, reprenons notre question. Comment reconstituer la société sur la base d'une fédération d'associations volontaires? On sait que cette question, typique du 19e siècle, a même été posée par Marx. Il y a un petit chapitre du Capital qui est consacré à, disons, l'autogestion consciente, l'auto-organisation consciente, etc., etc. Alors, soit par exemple, pour l'illustrer tout de suite, un système coopérateur. Un système coopérateur organisant à une échelle globale, disons régionale si vous voulez, avec une division du travail, donc des échanges impératifs entre les différents centres coopératifs, donc un système coopérateur organisant des coopératives de production, des coopératives de services, des coopératives de consommation, et on voit tout de suite qu'on a par là une sorte de décalque d'un schéma capitaliste ou d'un schéma industriel économique ou d'un schéma économique, mais où les unités économiques, au lieu d'être des unités économiques habituelles, disons, sont des centres de coopération, des centres solidaires, des centres de coopération associative. Bon, alors, maintenant reprenons ce schéma et je vais sauter un niveau entre le niveau de l'organisation globale et le niveau des individus qui sont mis en jeu par cette organisation globale. Il y a bien entendu l'organisation coopérative elle-même. Je vais sauter cette organisation coopérative pour le moment en tout cas. Et donc, cette société coopérative
peut être envisagée directement comme cela, comme une association d'individus volontaires. Voilà, c'est comme ça qu'on l'a présenté au XIXe siècle, et c'est comme ça qu'on la présente encore de nos jours, si vous voulez. Bien entendu, pour présenter cette chose, cette organisation comme une association d'individus volontaires, je viens de vous le dire, on a sauté le niveau intermédiaire des coopératives, le niveau des organisations de production, etc. Mais j'y reviendrai après. Alors, à ce niveau, quand on a sauté cette étape, qui lie les individus et globalement la société, on a une question qu'on a longtemps posée comme la question sociale, mais qui est en fait une question politique, qui est la question politique du conflit. Question politique du conflit indépassable, la question du clivage, la question de la division, et en faisant cela, cette question, elle est en fait éliminée. On a éliminé la question du clivage, du conflit. Elle est éliminée, oubliée. Et vous savez que c'est pour cette raison que la philosophe heideggerienne, enfin bon, Hannah Arendt, dans ses écrits qu'elle avait développés un petit peu contre la politique de Marx, disait la chose suivante: le marxisme ignore la politique. Ce qui peut paraître évidemment un peu bizarre a priori, mais qu'on peut illustrer très simplement là en disant il ignore la politique parce qu'elle parie sur l'harmonie, elle parie sur le fait que les différents individus autonomes ou les différents individus coopérateurs, en ayant bien éliminé, comme je l'ai fait tout à l'heure, le niveau intermédiaire de l'organisation, sont en quelque sorte automatiquement, spontanément mis en équilibre. Et voilà, je reviens par ce biais à l'économie. Parce que nous allons trouver immédiatement sur cette base d'organisation coopérative tous les poncifs et tous les leitmotifs de l'économie qui vont réapparaître. Alors, maintenant, avant d'en arriver là, nous savons pratiquement, je veux dire historiquement, à travers le temps, etc., comment la question sociale de l'autonomie a été dépolitisée. Elle a été dépolitisée, si vous voulez, par exemple, de différentes façons, mais en impulsant, par exemple, un syndicalisme de cogestion. Voilà. Bon, un syndicalisme de cogestion qui peut prendre la forme suivante. Si on prend une coopérative dans notre système de coopération dont j'ai pu parler, est-ce qu'il y a la place pour un syndicat? On va répondre, ben non, bien entendu, il n'y a pas besoin d'un syndicat puisqu'on est déjà dans un système coopératif. Où voulez-vous mettre un syndicat? Et vous savez que, bien entendu, cette idée a été l'idée précise qui a été la base dès 1925, dès 1930, de l'interdiction des syndicats en Union soviétique. Les syndicats devaient être interdits. Ben pourquoi y aurait-il des syndicats? Puisque de toute façon, en quelque sorte, c'est l'organisation globale qui elle-même possédait la structure syndicale en quelque sorte. Et pourquoi on rajouterait de vrai la même chose en quelque sorte? C'était ça l'idée. Et bien entendu, on voit très bien qu'il y avait derrière cette pensée de la suppression ou de l'interdiction des syndicats dans un système, disons, socialiste, si vous voulez, dans un système coopérativiste, etc. L'idée, en fait, harmonieux, organisation, auto-organisation, autogestion, etc. Tout ça marcherait formidablement et donc on n'aurait pas besoin de rajouter encore une couche. C'était ça vraiment l'idée, si vous voulez. Ou alors, mis à part le syndicalisme de cogestion, ce qu'on a fait plutôt en France, c'est la domestication de l'association. Alors, on a beaucoup parlé d'association au XIXe siècle, mais de nos jours, l'association, quand on pense à association, on pense aux associations de boulistes, on pense aux associations d'échangistes, on pense aux associations de pêcheurs, avec tous les sens du mot pêcheur, pêcheur avec un accent ou avec un accent circonflexe. Enfin, vous voyez, les pêcheurs et les pêcheurs, enfin, etc. Voilà, des associations, mais il y en a des millions en France d'associations, des associations de toutes sortes. Mais c'est plus du tout des associations au sens des associationnistes qui pouvaient exister au XIXe siècle. Et nous avons assisté sous l'égide de la République, on parle beaucoup de République en ce moment, donc sous l'égide de la République sociale mais conservatrice quand même, à une dégradation de la communauté optionnelle ou de la construction communautaire qu'on pouvait imaginer, ou même, pour employer un terme encore plus ancien, la phalange phalanstérienne. On a assisté à une dégradation de ce truc-là en une association décaféinée, l'association des boulangers, l'association des chauffeurs de taxi, l'association de tout ce que vous voulez, voilà, qui n'a plus rien à voir avec le problème tel qu'il pouvait être posé. Alors, dans un tel cadre, dépolitisé,
décaféiné, si vous voulez. Bon, dans un tel cadre, il est élémentaire de reprendre le problème de l'association, bien entendu, à partir de là, tranquillement. Il n'y a plus de problème politique, il n'y a plus de problème de conflit, il n'y a plus de problème de difficulté, de division, etc. Non, il n'y a plus rien. On est dans un ordre désinfecté. C'est ça l'ordre de l'harmonie. Mais on voit très bien derrière cela l'économie qui apparaît, l'économie qui avance, puisque son objectif, c'est justement la décaféination, la dépolitisation, la désinfection, le fait que tout ce qui est conflit disparaisse, que l'harmonie là-dessus. Alors, imaginons donc un tel socialisme, appelons-le comme ça si vous voulez, associationnisme ou coopérativiste, etc. Et nommons l'espace, le champ de ce socialisme, la société civile. Bon, c'est un mot très connu, très utilisé, mais dont l'origine est bel et bien là. Qu'est-ce que c'est que la société civile? La société civile, c'est cet espace des individus dans une société qui serait organisée, auto-organisée, sur une base associative, coopérative, etc. Voilà, c'est ce qu'on a essayé de faire là. Alors maintenant, l'associationnisme, c'est la politique, mais complètement dépolitisée, de cette société civile-là, de cette espèce de chose construite, bien entendu, et la mode de son organisation, c'est l'harmonie préétablie. La mode de son organisation, c'est l'absence de conflit, la disparition du conflit, et en particulier, disparition du conflit parce qu'elle est censée fonctionner sur une base économique. Elle est censée fonctionner sur la base d'une économie à la manière des néoclassiques qu'on a déjà rencontrés et qu'on retrouvera des tas de fois, si vous voulez, c'est-à-dire sur la base d'une économie de marché libre, auto, spontanée, organisée, etc. Quels sont les principes de cette alternative? Les principes sont très simples. Décentralisation économique, constitution d'unités de production, d'unités d'échange, d'unités de vente, d'unités de consommation, les coopératives de consommation, etc., mais disons à taille humaine, permettant la cogestion. Bon, il faut la taille humaine pour la cogestion, mais la cogestion, quel contenu? Qu'est-ce que c'est que la cogestion? Quel est le contenu de la cogestion? Bon, ensuite, disons, relocalisation, retour de la grande société économique monstrueuse à la petite société. Vous savez, le mot d'ordre « small is beautiful ». Bon, voilà, on retrouve ça ici, bien entendu. Transfert, par exemple, des missions de l'État. Alors, les missions de l'État, ça peut être l'éducation, la santé, et pourquoi pas la police. Finalement, transfert des missions de l'État à ces organisations de coopératives. On peut imaginer des organisations de policiers autonomes dans des coopératives policières, etc., qui vont vendre leurs services pour protéger les coopératives de production. Ah, bon, vous voyez ce que je veux dire? Quelque chose qui ressemble aux vigiles, quelque chose qui ressemble aux polices privées, etc., qui se développe. Vous savez que de nos jours, les polices privées représentent en effectifs et en chiffre d'affaires, enfin si on ose dire, grosso modo 6 fois les effectifs des polices d'État ou des polices municipales, enfin des polices publiques, etc., et pour leur activité. Alors maintenant, bien entendu, une fois que le cadre est posé, se pose le problème de l'ordre alternatif, la fédération des coopératives, la fameuse fédération anarchiste, etc., la fédération des coopératives. Ces coopératives, pour qu'on puisse penser un ordre alternatif, sont vues obligatoirement d'un point de vue et d'un point de vue uniquement économique, comme des unités de gestion. Mais c'est bel et bien ça que veut dire autogestion. On ne fait pas assez attention au mot d'autogestion. Mais dans le mot autogestion, il y a gestion. Il y a le mot gestion autonome si on veut, ou gestion, etc. Mais finalement, une entreprise capitaliste, n'est-ce pas de la gestion autonome aussi? Vous voyez le problème qui se pose. Bien entendu, ceci implique donc des unités de gestion. Développer, valoriser la capacité de gestion. Est-ce qu'on ne sait pas qu'il n'y a pas, comment dire, des organisations coopératives qui vont faire des cours de comptabilité et qui vont faire des formations de comptabilité pour leurs membres? Est-ce qu'on ne doit pas apprendre la comptabilité pour devenir un véritable ou un grand coopérateur? Vous voyez le problème qui peut se poser à partir de là. Puis, on va bien entendu soulever le grand problème des coopératives que je soulève directement, si vous voulez, pour aller très vite, qui est l'efficacité.
Est-ce que ces coopératives de production, de consommation, de police, de tout ce que vous pouvez imaginer, doivent être efficaces? Efficaces. Qu'est-ce que c'est que l'efficacité? N'est-ce pas l'efficacité économique? Et quand on parle d'efficacité économique, n'est-ce pas le problème du profit? N'est-ce pas un indicateur qui va mesurer l'efficacité? Quel indicateur? Donc vous voyez par le cheminement que j'ai fait, quoique très vite, on s'aperçoit que l'organisation coopérative, l'organisation associative, etc., nous emmène très très vite dans les termes, nous emmène très très vite dans les cadres habituels, bien entendu, de l'économie. Comment alors poser le problème de l'organisation coopérative hors des filets de l'économie? Il faut être tout à fait clair. Si ce problème a pu être posé, il n'a jamais été résolu. On n'a jamais cherché à penser l'association coopérative, associative, enfin autonomiste ou tout ce que vous voulez, hors des cadres de l'économie. L'économie, elle revenait toujours par la bande, par le derrière, elle arrivait à un moment où on s'y attendait pas, mais elle arrivait toujours, bien entendu. Il s'agit bien d'économie. Et comme j'ai essayé de l'indiquer dans le titre, d'économie alternative, non pas d'alternative à l'économie, mais d'économie alternative. Et évidemment, et à ce moment-là, ça nous ramène à Proudhon et Walras, etc., qui va être le rôle harmonisant de la concurrence. Dans ces coopératives, la concurrence va revenir. Le rôle fondamental de la concurrence comme un rôle d'équilibre économique, comme un rôle de mécanisme automatique de mise en équilibre économique va revenir. Et est-ce qu'on va maintenir la concurrence? Est-ce qu'on va la développer? Et comment on va faire? Alors prenons des exemples inverses. Supposons qu'on veuille supprimer la concurrence. Donc, on supprime le marché. On supprime concurrence et marché. Et bien entendu, à partir de là, vous savez que ce truc a été tenté. Mais dans des cadres un peu bizarres. Je vais vous donner un seul cadre, je ne vais pas m'amuser à faire l'histoire de ce cadre. Ce cadre, ça s'appelle Vichy. Le régime de Vichy. Le régime de Vichy se prétendait solidariste, se prétendait associationniste, se prétendait le prolongement de la République sociale, etc. Voilà. Vichy se présentait comme un régime social, voire socialiste, même à la limite, pourquoi pas, hein, je veux dire, il y avait bien un national-socialiste, pourquoi on n'aurait pas Vichy socialiste, je veux dire, etc. Et bien entendu, à ce moment-là, on a inventé, le mot est beaucoup trop fort, mais on a fait ressurgir la corporation, le corporativisme, c'est-à-dire l'alternative à la coopérative qui serait encore fondée sur quelque chose d'économique, sur quelque chose de concurrentiel, sur quelque chose dans lequel on aurait tous les éléments de l'économie. Ça nous amène à quelque chose qui est la corporation. Mais la corporation, on le sait, c'est le centre du fascisme. Tel que le fascisme était pensé dans les années 30, il y avait la corporation au centre, qui était vraiment l'idée, on quitte l'économie, on quitte le marché, on quitte la concurrence, et on met à la place quelque chose qu'on va appeler la corporation. Qu'est-ce que c'est que cette corporation? Eh bien, très rapidement, la corporation s'est avérée être un truc complètement autoritaire, s'est avéré être un truc complètement, dictatorial, et l'un des éléments clés de, employons ce mot à la Hannah Arendt, mais bon, même s'il n'est pas bien adapté, du totalitarisme. La corporation comme un élément clé du totalitarisme. On avait donc, en quelque sorte, une espèce de choix entre, d'un côté, l'association qui continue à fonctionner de manière économique, ou l'association qui veut quitter l'économie, et vous voyez pourquoi je m'intéresse à cette chose, puisque mon problème c'est bien et bien de quitter l'économie, et qui a inventé, qui a retrouvé, qui a reconstruit cette chose moyenâgeuse qu'était la corporation, l'idée de corporation. Mais l'idée de corporation, c'est quelque chose de hiérarchisé, c'est quelque chose d'autoritaire, avec tout un système de chefs, de sous-chefs, etc., que les fascistes adorent. Enfin, on imagine très très bien pourquoi la corporation faisait très plaisir aux fascistes. C'était vraiment le mécanisme, si vous voulez, autoritaire. Et il est notable que la pensée de l'économie solidaire, affrontée à cette question de la corporation, n'a pas voulu vraiment la traiter. Elle l'a mis en disant « ouais, c'est les salauds de fascistes, c'est les vichysois, c'est Pétain, etc. Ouais, horreur, pipi, caca, etc. » On l'a balayé. On l'a balayé, mais on ne s'est pas demandé comment ça se fait qu'on en est arrivé là. Pourquoi on en est arrivé là? Qu'est-ce qu'on a fait cela? Pourquoi on a fait cela, si vous voulez? Et bien entendu, je vous l'avais dit à l'intérieur de cette introduction,
Quel est le problème? Pourquoi ces tentatives ont toutes dégénéré? Pourquoi elles ont toutes, dans leur réalisation, échoué en quelque sorte? Encore une fois, parce que le problème du conflit, parce que le problème de la politique, si vous voulez, le problème du débat, allez, pour employer un mot faible en quelque sorte, a été évacué. On s'était imaginé que lors de la construction d'une association, lors de la construction d'une coopérative, comme je vous l'ai indiqué, immédiatement, harmonieusement, par miracle, si vous voulez, la main invisible en quelque sorte, aurait réglé toutes ces questions de conflit et de difficultés. Or, elles apparaissent, elles continuent à être là, elles continuent à se maintenir, et c'est ça qui explique en quelque sorte ce chemin, bien entendu, qui est le chemin vers le fascisme ou le chemin vers la corporation, élément du fascisme, etc. Alors, il y a derrière l'idée associationniste, une idée, je dirais, maladivement optimiste, maladivement économique, qui est l'idée maladivement optimiste d'harmonie spontanée une fois que les individus seraient mis en quelque sorte dans une situation d'autonomie qu'on a du reste bien du mal à définir précisément, etc. Bon, et cette idée maladivement harmonieuse en quelque sorte, d'harmonie, etc., elle nous renvoie immédiatement à l'économie. Elle nous renvoie à l'équilibre économique. Elle nous renvoie par derrière à toute cette construction, à toute cette chose qu'on a appelée la main invisible. Le problème est le suivant. Comment maintenir l'harmonie, appelons-la néo-confucéenne, pour parler chinois si vous voulez, l'harmonie néo-confucéenne. Comment faire que les gens s'entendent bien, comment faire que quand les gens se rencontrent, ils se font la bise, enfin, etc. Toutes sortes de choses qu'on peut imaginer, bien entendu. Et c'est ce que j'appellerais le dévoiement de la République. La République a été constituée sur cette base qui aurait une harmonie à partir du moment où on soulève le mot de République, à partir du moment où on soulève le mot de l'ordre républicain, etc. Et si je me réfère par exemple à Georges Jaurès, qui a été l'un des grands écrivains de cette construction, si vous voulez, associationniste, on avait l'idée d'un autogouvernement des citoyens associés. Ça, c'est du Georges Jaurès. L'autogouvernement des citoyens associés, eh bien, si on saute les étapes, on le retrouve curieusement chez George Bush. Vous savez, le président George Bush, tout le monde le connaît, le Texan à revolver, etc. Bon, tout le monde connaît George Bush. George Bush était républicain. Il faut se souvenir de ce que signifie républicain aux États-Unis. C'est la même chose qu'en France. Quand un président dit « je défends la République », ben, les républicains américains disent « défends la République ». Enfin bon, bref, vous voyez, c'est un républicain et c'est le même, etc. Et George Bush, républicain, dans un des discours qu'il a fait, etc., après les attentats terroristes, etc., magnifiait l'association. L'Amérique sera sauvée par l'association. L'Amérique sera sauvée par la République des associations, etc. C'est un discours de George Bush que je vous commande. C'est pas du Hollande dans le texte, c'est du George Bush dans le texte. Donc, il nous dit la chose suivante. L'association, et là je le cite, vraiment je le cite parce que c'est trop rigolo si vous voulez. L'association, c'est la lumière dissolvant le noir de l'État. Voilà ce que dit George Bush. Ah, alors on est étonné, mais c'est incroyable ce George Bush, enfin, etc. Vous voyez, c'est ce type militariste, etc., qui se déguise en bidasse quand il va en Irak, etc., qui tout juste, il saute pas en parachute pour faire semblant d'être parachutiste. Enfin, vous voyez le truc incroyable, on se dit, mais c'est pas possible, qu'est-ce qu'il raconte, c'est pas un anarchiste, ce truc-là. Enfin, vous voyez le truc, mais oui. Mais quand George Bush pensait à association, ou qu'il pensait à coopération ou à coopérative, il pensait toujours l'association en termes de communauté religieuse. Et là, je ne vous parlerai pas de ce lien très étroit qui existe entre Bush et la religion. Enfin, tout le monde connaît ce truc-là. Et là, on le retrouve là. Mais quand on reprend la République française, quand on reprend la République associationniste de Georges Jaurès, il y a aussi quelque chose de religieux. Par exemple, on sait que le Parti socialiste, le PS, parce que le Parti socialiste, le PS à l'heure actuelle, c'est une sorte d'organisation du christianisme de gauche. Bon, voilà, c'est ça le PS, c'est le christianisme de gauche. Et bien derrière l'association, derrière les coopératives, il y avait ce christianisme de gauche, il y avait ce christianisme social, comme on disait autrefois. Donc, la question métathéorique clé de l'autogouvernement, de l'auto-organisation ou de l'autogestion n'est pas résolue. Elle n'est pas résolue. Pourquoi ?
parce qu'elle n'a pas été abordée correctement en termes politiques, en termes de conflits indépassables, en termes de conflits qu'il allait falloir gérer, y compris à l'intérieur de la coopérative, de l'association, de l'organisation autonomiste, ou tout ce que l'on veut. La question n'a pas été résolue parce qu'elle a toujours été posée en termes économistes. Et ces termes économistes se sont imposés à toute cette galaxie, que j'ai appelée la galaxie de l'économie alternative, depuis Proudhon. Voilà.